Alors j'en viens maintenant à l'explicitation de la doctrine de la Commission de la transparence, de la doctrine actuelle, en matière de SMR et d'ASMR. Alors, le SMR, quand on regarde les textes, et évidemment ces textes datent, et vous avez probablement l'explication des critiques qui sont faites à son propos, quand on regarde les critères constitutifs du service médical rendu, on voit qu'il y en a 5. Il y a l'efficacité du médicament et ses effets indésirables, autrement dit les performances du médicament, ça fait 1. Il y a sa place dans la stratégie thérapeutique. Il y a la gravité du symptôme ou de la maladie que le médicament est censé traiter. Il y a le caractère préventif, curatif ou purement symptomatique du médicament et son intérêt de santé publique. Je crois que le caractère préventif, curatif ou symptomatique n'est pratiquement plus ou n'est plus du tout considéré comme un élément majeur, en tout cas dont on tienne compte pour le SMR. Par exemple, le préventif, c'est les vaccins, tout le monde sait, l'important, c'est l'efficacité des vaccins. Donc il n'y a pas lieu de considérer que le préventif serait moins bien que le curatif et que le symptomatique serait moins bien. Non, on n'en tient pas trop compte. On fait quand même une différence entre le médicament qui guérit et le médicament qui améliore un symptôme, qui n'améliore qu'un symptôme, bien entendu. Et donc, en fait, les deux grands déterminants du service médical rendu, je reviendrai plus tard sur l'intérêt de santé publique qui ne concerne pas tous les médicaments, vous l'imaginez, c'est le malade et sa maladie, et d'autre part, les preuves apportées pour manifester une certaine quantité d'effets. Alors, le malade et sa maladie, eh bien, jadis, enfin je dirais naguère, il y a une quinzaine d'années, c'était un critère majeur et on considérait qu'une maladie très grave facilitait le remboursement d'un médicament qui n'était pas d'une efficacité très grande. Mais parce que la maladie était grave, on acceptait le remboursement. C'était presque le critère essentiel, ça ne l'est plus. Mais on en tient encore le plus grand compte. La gravité de la maladie, on la connaît. Les médecins la connaissent. Les recommandations l'explicitent. La littérature la décrit dans son évolution spontanée. Et on connaît aussi les différentes tranches de population atteintes des différentes formes cliniques ou des différents stades évolutifs de cette maladie. Donc, on connaît la maladie, on connaît sa gravité, on sait pour quelle sous-population elle est particulièrement grave ou pas. Et donc, retenez quand même que quand la maladie est grave, le pronostic de l'avis de la Commission de la transparence en termes de remboursement sera plutôt favorable. Évidemment, ce qui va compter aussi, c'est est-ce qu'il y a des alternatives thérapeutiques ou pas, on y reviendra. Deuxième élément important, la fiabilité des preuves qui sont apportées par l'industriel pour manifester que son produit est efficace. Autrement dit, est-ce que la méthodologie des essais cliniques est correcte, rigoureuse? Donc, on va s'intéresser au niveau de preuve. Et ce niveau de preuve, il est l'objet d'exigences de plus en plus importantes depuis 20 ans. Mais c'est normal. Et en même temps, on tient compte énormément du caractère rare ou très rare d'une maladie. Ce que je veux dire par là, c'est que pour des maladies répandues, le niveau de preuve exigé sera très élevé. Pour des maladies rares,
concernant des médicaments dits orphelins, la méthodologie exigée n'est pas aussi importante que dans le premier cas. Donc il y a des accommodements en matière de rigueur méthodologique lorsque il est possible d'être rigoureux ou lorsqu'il est très difficile de l'être, eu égard au nombre très restreint de patients qui correspondent à la population cible. Donc il y a des accommodements en matière méthodologique avec les médicaments orphelins. Ce sur quoi la Commission ne transige pas, en tout cas, qu'il s'agisse de médicaments orphelins ou pas, c'est, dans les essais dits de non-infériorité, le choix du seuil de la non-infériorité. Si, par exemple, un industriel dit « Je considère que mon produit devra être considéré comme équivalent, comme non inférieur à son comparateur, avec une marge de 10% de différence dans le taux de survie à 5 ans, la commission de transparence est très souvent réticente devant ce choix d'un tel seuil. Parce que 10% en matière de survie à 5 ans, ça n'est pas rien. Et peut-on considérer que les deux produits sont équivalents? Sûrement pas. La quantité d'effets joue un rôle majeur. Autrement dit, il ne suffit pas, cela a été dit ce matin, qu'il y ait une différence statistiquement significative entre les deux produits dans un essai clinique. Il faut que cette différence corresponde à quelque chose de concret, de cliniquement signifiant pour le patient. Donc le petit p à 10 puissance moins 6 ne suffit pas à convaincre une commission. Il faut l'intervalle de confiance de la différence et il faut que cette différence ait du sens, qu'elle ne soit pas microscopique. Voilà comment la commission épluche les éléments du SMR. Et pour que les choses soient claires et pour éviter les polémiques inutiles, la Commission, dans le cadre de la production de sa doctrine, il y a quelques années, a expliqué en particulier comment il se pouvait que devant un dossier produit, la Commission déclare « le service médical rendu est insuffisant ». Ces conditions ont été listées en sachant qu'une seule de ces conditions suffit pour que la Commission dise « le service médical rendu est insuffisant pour le remboursement ». La première condition, c'est justement un effet, une quantité d'effet très minime, au point qu'on se demande si elle a vraiment de l'intérêt. D'autant que, face à cette quantité d'effets minimes, on risque d'avoir des effets indésirables qu'on accepterait contre une quantité d'effets importante, mais qu'on n'acceptera pas dès lors que la quantité d'effets est très minime. Le deuxième point qui a abouti à la production de SMR insuffisants, c'est l'insuffisance du niveau de preuve. Une méthodologie qui ne permet pas véritablement de conclure avec fiabilité à l'existence de la différence qui est produite dans les essais. Ça se discute. La différence est produite, mais il y a de telles faiblesses méthodologiques qu'on doute sur le fait qu'elle soit réelle. Ensuite, on a vu des dossiers en transparence où l'industriel réclamait le remboursement dans une sous-population qui ne correspondait pas véritablement à celle de l'autorisation de mise sur le marché. Forme clinique différente, stade de la maladie différent. Ça, c'est rédhibitoire. La Commission veut que la demande de remboursement concerne évidemment la population dite de l'AMM. Encore un autre élément en défaveur du SMR, d'un SMR suffisant, c'est l'absence de place dans la stratégie thérapeutique,
il y a des médicaments pour lesquels on se demande comment les placer dans la stratégie thérapeutique. On ne voit pas bien à quoi ils se borneraient, on ne voit pas bien comment les utiliser dans le cadre de la prise en charge d'une maladie. Ça a été l'objet, l'absence de place dans la stratégie thérapeutique, de très nombreux déremboursements de médicaments antérieurement inscrits sur la liste des médicaments remboursables. Ça a été l'objet de nombreux déremboursements par le passé. Plusieurs centaines de médicaments ont été, à la suite de réévaluation, déremboursés au motif d'absence de place dans la stratégie thérapeutique. Ou bien alors, si je continue la liste des critères qui peuvent aboutir à un SMR insuffisant, ce sont des maladies ou des symptômes qui sont très bénins ou qui sont spontanément curables. Et là encore, est-il bien indispensable de prendre en charge par nos cotisations à l'assurance maladie obligatoire des symptômes ou des maladies qui guérissent spontanément en quelques jours et dont les troubles provoqués ne sont pas très importants. Et puis bien sûr, il y a le fait qu'il y ait des alternatives thérapeutiques. Quand un nouveau médicament pas très brillant se présente dans un contexte où il existe des alternatives thérapeutiques bien connues, dont les effets indésirables sont parfaitement codifiés du fait du recul dont on dispose, est-ce qu'il n'y aurait pas une perte de chance pour les patients à prendre le nouveau médicament alors que d'autres médicaments déjà inscrits ont fait la preuve de leur efficacité et de leur bonne tolérance? Et puis, on en parlera plus tard aussi, certaines associations fixes se sont vues refuser un avis favorable au remboursement par la Commission pour des raisons qui sont souvent complexes et parmi lesquelles il y a le fait que, en accumulant plusieurs principes actifs, quelquefois nombreux, dans un comprimé ou dans une gélule, on ne sait plus très bien avec quoi on traite un patient au bout d'un certain nombre de mois ou d'années. Et d'ailleurs, les patients ne savent plus ce qu'ils prennent et certains médecins ont du mal à bien préciser. Et alors, comment peut-on avoir un service médical rendu suffisant? Et comment peut-on espérer être remboursé? Eh bien là, c'est l'inverse. Un seul critère ne suffit pas. Il faut en avoir plusieurs. Parmi ces critères, une démonstration méthodologiquement fiable d'une quantité d'effets utiles. Ça n'a l'air de rien, et c'est ça, finalement, qui va permettre le remboursement. Des critères d'évaluation qui ont été de bons critères. Et la Commission a toujours pris en considération des critères cliniques, des critères de morbimortalité, plutôt que des critères intermédiaires de caractère biochimique ou biologique. Donc il faut bien comprendre que lorsque la démonstration d'efficacité du nouveau médicament a été faite sur un critère ou des critères de morbimortalité, alors l'espoir d'un remboursement est plus important. Joue aussi un rôle ce que nous appelons la transposabilité en vie réelle. C'est-à-dire qu'il faut que la Commission soit persuadée que ce qui a été démontré dans les essais, c'est peu ou prou ce qui se passera une fois le produit commercialisé et remboursé. Non seulement en termes de quantité d'effets, mais aussi en termes de population rejointe par le médicament. Je ne parle plus de population cible, je parle de population rejointe. Il y a, toujours comme élément positif, en contrepoint, en creux ou en plein de ce que j'appelais critères aboutissant parfois à un service médical rendu insuffisant, il y a la place dans la stratégie thérapeutique. Un médicament qui, lorsqu'il arrive, on voit tout de suite quelle sera sa place et sa bonne place dans la prise en charge du patient, c'est un médicament dont la place est faite et qui probablement sera proposé. La gravité de la maladie, bien entendu, mais
Vous savez ce que j'en ai dit tout à l'heure, à elle seule, ça ne suffit pas. Je veux dire par là qu'un tout petit médicament, à peine efficace dans une maladie grave, bien sûr, on a plutôt envie de le rembourser s'il n'y a pas d'alternative, mais la gravité de la maladie à elle seule ne suffit pas. Et puis, le fait justement qu'il y ait peu ou pas d'alternatives. Lorsqu'un médicament arrive et qu'il n'y a pas d'alternative, la Commission considère qu'il y aurait une perte de chance pour les patients de refuser le nouveau médicament. Et donc, l'absence d'alternative, le contraire de la pléthore. Lorsqu'il y a pléthore de médicaments de la même famille, par exemple, ou de familles différentes, on est moins enclin à considérer que le médicament est nécessaire, voire indispensable. Et puis, bien sûr, il y a, à efficacité identique, une meilleure tolérance. Mais il faut être prudent en termes de tolérance parce que c'est une tolérance qui est prétendue. Au moment où on propose l'inscription sur la liste des médicaments remboursables, on n'a pas, je le répète, le recul suffisant pour dire voilà la vraie tolérance en vie réelle du patient. Enfin, dans les critères constitutifs du SMR, il y a l'intérêt de santé publique. Alors, l'intérêt de santé publique, il n'est pas patent pour tous les médicaments et dans toutes les pathologies, puisque certaines pathologies provoquent un fardeau de santé publique important et d'autres pas du tout. Donc, les éléments constitutifs de l'intérêt de santé publique, c'est bien sûr le besoin de santé publique du médicament, l'impact présumé que ce médicament aura sur la santé des populations, l'impact qu'il aura sur l'organisation du système de soins. Et puis bien sûr, les spécialistes de l'intérêt de santé publique s'intéressent beaucoup à la transposabilité en vie réelle.